Merci d'être venu pour ce deuxième jour du cycle Exercer l'architecture mode d'emploi. Donc, que nous co-organisons avec le Conseil régional de l'Ordre des architectes Alsace, et nous sommes très heureux de vous présenter donc différents modes d'exercice de l'architecture après votre diplôme d'état d'architecte. Donc pour commencer là à 12h15, donc Xavier Génaud qui sera ensuite suivi par François Liermann. Si vous avez des questions à l'issue des présentations, n'hésitez pas à les poser, et s'il n'y a pas assez de temps, les intervenants seront prêts à donner leurs coordonnées pour que vous puissiez directement poser vos questions. Je vous souhaite à tous une bonne rencontre. Donc je me présente, je prends juste 5 minutes au nom de l'Ordre des architectes. Donc je suis Catherine Walter, directrice de l'Ordre. Et donc quand l'ENSAS nous a sollicité pour les conférences métiers, on a trouvé ça très intéressant et on était très enthousiastes parce que vous vous rendrez compte assez vite, une fois que vous serez sur le marché du travail, que avoir en face de soi, comme partenaire, comme co-traitant, même comme des fois comme maître d'ouvrage public, quelqu'un qui parle le même langage que vous et en l'occurrence qui connaisse un peu quelque chose à la culture architecturale, c'est un vrai confort et finalement au bout du compte c'est toujours le projet ou la culture architecturale, l'architecture qui est gagnante. Donc je pense que pour avoir fait des études d'archi, je me rends bien compte que quand on est le nez dans le guidon, on ne connaît pas tous les métiers, toutes les possibilités qu'il y a derrière. On a facilement l'idée du travail en agence, mais le reste, on ne s'en rend pas forcément compte. Et donc, participer à ce cycle, c'est plutôt une chance et c'est bien, ça va vous ouvrir des portes, des réflexions, et voilà, je pense que c'est bien pour tout le monde. Après, du coup, je me permets juste encore 5 minutes pour vous expliquer ce que fait l'Ordre dans tout ce paysage, à quoi ça sert, grosso modo. Donc en fait, l'Ordre a une préexistence déjà bien avant le début du XXe siècle, mais il y a un tournant qui est très très important, c'est 1977, et c'est le moment où le gouvernement a décidé que la conception architecturale était d'intérêt public. Et ça, c'est très important. Et donc, à ce moment-là, a été mis en place une loi qu'on appelle aujourd'hui la loi de 77 sur l'architecture, que Carole Pezzoli, hier, en tant qu'ABF, vous invitait tous à lire. Elle est assez vite lue, elle n'est pas super longue. Et en fait, beaucoup de choses sont basées là-dessus, et ça a été un grand tournant dans notre métier. Donc à partir du moment où le gouvernement décidait que la conception ou l'architecture est d'intérêt public, mais il a fallu qu'elle confie l'architecture à des professionnels qu'elle contrôlait. Donc en fait, voilà, l'Ordre est là pour contrôler. Et alors je te dis un truc qui n'est pas forcément sympa à entendre, mais c'est vrai que du coup, quand on est diplômé mais qu'on n'est pas inscrit à l'Ordre, on n'est pas encore architecte. En fait, pour porter le titre, il faut être inscrit. Mais bon, ici, on est plutôt là pour parler de la culture qu'on partage, et c'est ça qui est important. Et donc, s'il n'y a que, entre guillemets, 30 000 architectes inscrits au tableau en France, on est quand même 40 000 à être diplômés à l'heure actuelle. Et voilà. Et donc, du coup, je laisse la place à Anne-Sophie pour présenter Xavier. Je vais essayer de parler sans micro. Bonjour à tous. On est obligé. Donc bonjour à tous, certains me connaissent, donc j'enseigne à l'école et je suis ravie de présenter Xavier aujourd'hui. D'abord parce qu'on se connaît depuis très longtemps, nous avons fait nos études ensemble ici à Strasbourg. Donc Xavier est diplômé de l'école d'architecture de Strasbourg en 1998. Son sujet de diplôme, j'ai envie de dire, était déjà peut-être un prémisse de ce parcours un peu atypique, puisque tu avais fait ton diplôme sur le Cap-Vert et une manière comment vivre dans le désert. Donc c'était peut-être déjà un prémisse de cette pratique qu'aujourd'hui tu vas nous raconter. Tu as notamment quand même démarré une activité en libéral sur Strasbourg pendant quelques années. Et puis au bout d'un moment, tu t'es rendu compte que, sans forcément avoir fait tout le tour de ce que peut être la pratique en libéral, mais en tout cas, tu as fait le tour de la question
pour toi. Et c'était une conviction à ce moment-là de pratiquer notre discipline autrement, peut-être avec plus d'humanité et un regard vers les fonctions primaires de ce qu'est l'architecture, c'est-à-dire s'abriter. Donc tu as à ce moment-là fait une formation sur Grenoble de quelle manière finalement pouvait être notre métier au regard des activités humanitaires, et puis très rapidement tu as intégré la Croix-Rouge. Donc je vais te laisser la parole pour nous raconter ton parcours qui est somme toute passionnant et que tu fais avec passion. Et puis après, on aura quelques échanges sur finalement le... J'ai envie de dire, juste avant que tu démarres, que l'architecte n'est pas qu'un concepteur, mais tu dois quand même rester d'une certaine manière aussi dans la conception, mais que notre métier nous forge aussi, nous apprend aussi à être des coordinateurs de toutes les disciplines qui entourent notre métier. Et voilà, donc je te laisse la parole. Merci Anne-Sophie. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être là pour partager un petit peu de ce que je fais depuis 9 ans. Comme l'a dit Anne-Sophie, j'avais une agence à Strasbourg avec 2 amis que j'ai quitté en 2003. Parce qu'évidemment, c'est pas que j'ai fait le tour, mais j'ai envie d'un nouveau souffle. Et j'ai commencé par prendre 1 an à me poser des questions de ce que je ferais, où j'ai fait un tour du monde sac au dos. Et rentrant, je savais toujours pas quoi faire. Et il s'est trouvé que une amie m'a transféré une annonce cherchant architecte alternatif pour travailler dans les conditions alternatives. Le mot alternatif me plaisait bien et c'était la Croix-Rouge pour les opérations de tsunami. Et c'était en 2005. Donc en 9 ans, en résumé, toujours avec la Croix-Rouge. Je vous expliquerai pourquoi la Croix-Rouge, parce que peu de gens, voire personne ne connaît vraiment le rôle de la Croix-Rouge au niveau global dans la question du abri-logement. Donc j'ai intervenu en réponse au tsunami en Indonésie, au Sri Lanka avec la Croix-Rouge française, où là c'était des programmes de reconstruction, de logements, d'écoles, de structures de santé. Après, je suis parti avec le secrétariat de la Fédération de la Croix-Rouge, je vous expliquerai après, pour le cyclone Sidr au Bangladesh, en 2009, pour encore une fois reconstruire, donc la partie implémentation de la réponse. Je suis parti en Haïti dans la première vague, la première semaine pour distribuer des tentes et des bâches plastiques. Et après, pendant 2 ans, j'étais le coordinateur de l'ensemble de la réponse de la Croix-Rouge en Haïti. Et je suis revenu en août de 8 mois aux Philippines, où j'étais le coordinateur national de la coordination interagence. Je vous expliquerai aussi ce que ça veut dire. Donc avant tout, la Croix-Rouge. Beaucoup de gens, vous avez tous entendu parler de la Croix-Rouge, je suppose, mais peu de gens connaissent vraiment finalement la taille. C'est un mouvement politique et religieux. La Croix-Rouge, essayer de crucifier Jésus sur la croix, ça ne marchera pas. En gros, c'est plutôt l'inverse du drapeau de la Suisse. Et la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sont la même chose. C'est le plus gros réseau humanitaire du monde, né en 1863. 189 sociétés nationales, donc quasiment tous les pays du monde ont une Croix-Rouge, une Croissant-Rouge. Plus de 13 millions de volontaires, et c'est un minimum. Et ce n'est pas une ONG, elle a un statut complètement spécifique, gardienne des conventions de Genève. Et la grande différence, c'est que quand on intervient dans un pays avec la Croix-Rouge ou Croissant-Rouge, on est appelé par la Croix-Rouge ou la Croissant-Rouge du pays, et elle reste. Donc la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge ne part jamais. C'est la grande spécificité de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il y a 7 principes fondamentaux qui définissent l'action de la Croix-Rouge. Le rôle de la fédération, donc la fédération internationale, je travaille souvent pour le secrétariat de la fédération, a un rôle très spécifique. Son rôle dans l'ensemble de la Croix-Rouge, son rôle principal, c'est de monter des opérations de secours quand il y a des catastrophes naturelles et profiter de ces catastrophes pour renforcer la capacité de la société du pays pour qu'elle soit plus apte à répondre par elle-même dans le prochain désastre. Donc il y a beaucoup de préparation et de renforcement de capacité. Et concernant l'abri-logement, ce qui nous concerne ici, en 2006, il y a eu une réforme de la réponse humanitaire où les Nations Unies se sont dit on va faire autrement.
Et donc, il y a une reconnaissance que la réponse humanitaire, c'est 3 piliers, les Nations Unies, les ONG et la Croix-Rouge, Croissant-Rouge. Et dans l'ensemble des grandes fonctions de cette réforme humanitaire, la Croix-Rouge a pris l'engagement de s'engager concernant le logement, l'abri-logement et les catastrophes naturelles. Augmentation de sa capacité opérationnelle de réponse, renforcement des capacités de société nationale, contribution à la coordination et à la préparation au niveau global par le Shelter Cluster, je vous expliquerai ce que c'est après, et support à la coordination sectorielle en cas de désastre, c'est ce que j'ai fait par exemple aux Philippines. Pour donner un peu de substance à ça, c'est ce que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont fait en Haïti. Tremblement de terre 2010, 126 sociétés nationales, donc plus de 2/3 du réseau a aidé pour cette réponse. Budget abri-logement 350 millions de francs suisses, donc c'est vraiment gros budget. Et puis on a aidé 180 000 familles en urgence et ainsi de suite. Donc voilà, pour vous rendre compte que c'est une partie de la Croix-Rouge qui n'est pas forcément connue, mais que c'est vraiment l'un des plus grosses agences qui répond quand il y a une catastrophe naturelle. Voilà. Donc je vais vous montrer 2 cas d'études pour donner encore plus de substance à ce que ça veut dire. Le premier, en 2007, au Bangladesh, il y a un cyclone qui frappe, qui s'appelle Sidr, qui détruit quand même 1 500 000 maisons et qui affecte quasiment 9 millions de personnes. C'est un désastre qui est un peu silencieux. Peu de gens en ont entendu parler, je pense, ici, dans cette salle, parce qu'il n'y a eu que 4000 morts. Et souvent, les désastres sont dans les médias à cause du nombre de morts. Et notre rôle à nous, ce n'est pas les morts, c'est les vivants. Donc, des images des dégâts assez considérables et toute la zone affectée au sud. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est le programme que j'ai contribué à implémenter. Avec la Société Croissant-Rouge Bangladesh, avec le support de la Fédération internationale de la Croix-Rouge Croissant-Rouge, il y a eu décision d'aider dans 12 villages, 1250 familles. Donc dans 12 villages, tout le monde a été évalué, il y a un diagnostic, et les 1250 familles les plus vulnérables ont reçu un abri progressif, un logement progressif, plus un support à réparation avec des sacs d'outils, des subventions pour les aider à réparer et à agrandir. Avec ici, vous le voyez, une conscience de préparation catastrophe. C'est une zone qui est très souvent inondée. Eh ben, c'est une des premières fois où on a mis en place une mezzanine, que vous voyez ici, où la famille peut se réfugier en cas de nouvelle catastrophe. Qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'architecte, en tant que membre des équipes Croix-Rouge et Croissant-Rouge? C'est premièrement comme une agence d'archives, finalement, plus ou moins, un peu plus élargie. C'est de monter une équipe, recruter des jeunes ingénieurs et architectes locaux, travailler avec le Croissant-Rouge, travailler avec des entrepreneurs. C'est aider des volontaires du Croissant-Rouge à évaluer, à faire un diagnostic des dégâts. C'est aussi planifier où c'est qu'on travaille. Et en termes de planification, ce ne sont pas des routes, mais des rivières. Donc toute la logique d'implémentation qui est complètement renversée par le transport, la logistique et tout ça. Ça veut dire implanter donc ce programme avec des entrepreneurs locaux qui recrutaient leurs travailleurs dans les communautés. Donc vraiment un travail de suivi de chantier assez classique finalement, mais dans des conditions très spécifiques. Et c'est aussi une programmation qui n'est pas que construire. Au-dessus, vous voyez ce que le Croissant-Rouge fait. Voilà, on implémente avec les entrepreneurs pour obtenir une certaine qualité. Mais en même temps, on poursuit un système de formation aux familles, surtout aux femmes qui restent dans les abris, pour les minimums de construction en termes de contreventement et autres. Et on leur fournit aussi un sac à outils dans ce programme-là et un peu d'argent. Et quand on multiplie ces 3 facteurs, on obtient ça. C'est-à-dire qu'on obtient 1250 maisons différentes. Parce que chaque maison, même si le cœur de la maison est le même, résistant, chaque famille a ses propres besoins, ses propres ressources. Et c'est des photos que j'ai prises, mais vraiment sans mentir, une semaine après avoir les livraisons. Donc c'est vraiment montrer que travailler à l'échelle, travailler à l'échelle de reproduction, mais permettre que chaque famille puisse exprimer ses propres besoins. Deuxième type de mission, dont je suis revenu en août. Vous avez sûrement entendu parler de celui-là, par contre. C'était en novembre l'année dernière, il y a 1 an. Le plus gros typhon enregistré qui a touché Terre, aux Philippines. 1 million de maisons endommagées ou détruites. Et 4 millions de personnes affectées. Ça, c'est la zone affectée. Donc ça, c'est le cyclone, la trace du cyclone, et ça, c'est tous les dégâts.
en termes de ce que ça provoque ça. Donc on a à la fois des dégâts urbains, mais aussi des dégâts dans toutes les campagnes. Il faut savoir que par exemple, on estime que 33 millions d'arbres sont tombés. Donc qui ravagent toute une économie, toute une région. Et là, dans ce cadre-là, c'est un autre rôle. Pour répondre à cette question, c'est quoi le problème initial après un désastre? C'est qu'on parle tous à nos différents langages et il est important de se coordonner pour avoir un meilleur dialogue. Et dans ce cadre-là, je vous parlais de la réforme humanitaire. C'est donc, quand il y a un gros désastre, un gouvernement peut faire appel à l'aide internationale. Et si ça se passe, les mécanismes s'enclenchent. Et dans chaque grand secteur de la réponse humanitaire, la logistique, la santé, la sécurité alimentaire, il y a une agence qui lead au niveau global et au niveau local. Par exemple, pour la santé, pour l'eau, c'est l'UNICEF, pour la santé, c'est l'OMS, comme sur Ebola, par exemple, en ce moment. Et sur la question d'abri-logement, c'est la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge pour tout ce qui est catastrophe naturelle et c'est le HCR pour tout ce qui est conflit. Et donc, c'est là qu'on intervient. Et c'est là que je suis intervenu. Et quand on intervient dans ce rôle de mission, c'est pratiquement de mettre en place la table de discussion où tout le monde va venir s'asseoir pour discuter comment on répond ensemble, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on donne, le minimum, le maximum, quel standard on essaie de répondre, où c'est qu'on répond, où c'est qu'on ne répond pas. Et ça, c'est le rôle, c'est le deuxième grand type de mission que je fais avec la Croix-Rouge. Et ça, c'est une photo que j'ai faite en janvier, qu'on avait fait une réunion d'équipe. Et dans cette photo, 40% des gens sont des architectes. Ce qui montre l'importance des architectes dans ce genre de déploiement. Ces réponses, en fait, ces équipes, il y a un coordinateur au principal, je jouais ce rôle-là aux Philippines, avec un coordinateur technique qui va supporter les agences pour comment on construit, quels standards et ainsi de suite, et un gestionnaire d'information. Et donc tous ces gens-là sont déployés par la Croix-Rouge et ses partenaires pour faire ça. C'est-à-dire ça, c'est pas de la blague, je dirais, c'est signer des accords internationaux. C'est pour assurer par exemple des services de coordination, organiser des meetings, organiser le débat, aider le gouvernement des Philippines, c'était mon rôle principal, à comprendre ce qui se passe et à comprendre les besoins et les contraintes de chacun. C'est informer les prises de décision humanitaires, c'est-à-dire par rapport à un désastre qui détruit 1 million de maisons, qu'est-ce qu'on fait? Comment on répond collectivement à ça? C'est mettre en place une stratégie, c'est aussi mettre en place le plaidoyer pour les plus vulnérables, et c'est là vraiment le rôle de la Croix-Rouge, de porter la parole des plus vulnérables, et d'organiser la redevabilité aux populations affectées pour leur expliquer ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, et ainsi de suite. Exemple, stratégie. Là, on était 5 mois après le désastre. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui sont sous tente, qui sont dans des maisons endommagées. Quelles sont les différentes options de reconstruction, de support qu'on peut leur donner? Et comment on le fait? Et ça, c'est le rôle des équipes dans lesquelles je participe et que là, je coordonnais. C'est de mettre en relation 100 partenaires, des ONG, des Nations Unies, des ONG locales, des académiques, le gouvernement des Philippines, pour dire, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est ça qu'on veut faire collectivement? Donc ce n'est pas piloter, être dans le siège de pilotage, c'est faciliter le débat, c'est coordonner, c'est trouver la bonne synergie. Autre exemple, quand on a un désastre d'1 million de maisons détruites, l'aide humanitaire ne va pas reconstruire 1 million de maisons, elle n'a pas la capacité. La majorité du travail va être fait par les familles, par elles-mêmes. Quel est notre rôle en tant qu'architecte, et dans ce cadre-là, pour aider ces gens-là à mieux reconstruire, à avoir des maisons plus résistantes, parce que faut savoir qu'aux Philippines, il y a le potentiel de 25 cyclones par an. Donc, si on reconstruit pour ces gens-là, autant que ça soit plus résistant. Et plutôt que travailler en termes de design, on travaille en termes de principe. Donc, avec des choses très graphiques qui parlent aux gens, qui parlent aux familles qui reconstruisent par elles-mêmes. Pour travailler, d'avoir des meilleures fondations, pour avoir des meilleures connexions, pour avoir un meilleur contreventement et ainsi de suite. Ce genre de travail, ce genre de mission pousse aussi à ça, à capturer l'information. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait collectivement? Quels sont les points principaux? C'est aussi travailler sur l'information. Quelles sont les zones affectées?
plus ou moins affectés. Quels sont les besoins? Ici, c'est en rouge. En vert, ce qui a été fait, en orange, qui est planifié. Pour faire quoi? Quand une nouvelle agence dit « je veux travailler aux Philippines, je veux travailler quelque part », où c'est que je veux travailler? Où est-ce que je dois travailler pour qu'il n'y ait pas de duplication, pour que des communautés qui n'ont jamais été servies soient servies? Et ben, c'est notre rôle de capitaliser ce qui est fait, de le mettre en forme et d'indiquer, allez travailler ici, il y a vraiment des besoins. Et puis c'est aussi du plaidoyer. Ça, c'est des choses qu'on travaille par exemple sur Twitter et compagnie pour faire du plaidoyer. Voilà. Ce qui se passe aux Philippines, oui, vous avez sûrement entendu dire que les Philippins étaient un peuple fantastique, et c'est vrai, qu'ils ont une capacité de résistance, c'est vrai. Mais ce que nous, on constate, c'est qu'on constate à l'époque, c'est que plus de 60% des gens reconstruisaient avec des mauvais matériaux, des mauvaises techniques. Et donc ils construisaient moins bien qu'avant. Alors que la politique du gouvernement et d'autres était reconstruisons meilleur. Voilà, si vous voulez reconstruire mieux, c'est pas ce qui se passe. Pour conclure, j'ai fait un petit exercice. Je me suis dit, si j'étais étudiant, si je voulais faire ça peut-être, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre peut-être? Quelles sont les grandes différences ou quelles sont les grandes spécificités de ce genre d'exercice? Et pour ça, il y a une partie qui est des mots de moi. Il y a aussi une partie de mon réseau que j'ai des gens à qui je travaille partout, et je leur pose la question, qu'est-ce que vous pensez que vous devez entendre? Et la première chose qu'il faut comprendre, tout est une question d'échelle. Ça, c'est une photo que j'ai faite 10 jours après le tremblement de terre en Haïti. Là, ce qu'on voit, c'est 4000 familles qui ont construit par elles-mêmes. Ils ont juste quitté leur maison, les quartiers détruits, et ils se sont installés dans un terrain vide, un terrain de foot ou autre chose. Et c'est prendre une décision, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour ces 4000 familles? Et qu'est-ce qu'on peut faire après? Et donc, c'est l'échelle de nombre, mais c'est aussi l'échelle de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on doit faire sur une période de 6 mois? La seconde chose que je dirais, c'est une question de process et non de produit. C'est vrai qu'en tant qu'architecte, on est souvent amené à penser que notre rôle, c'est de concevoir des bâtiments, un produit. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que tout ce qui nous intéresse, ce qui doit nous intéresser, c'est comment les gens habitent, comment ils reconstruisent, et comment on peut faire levier pour les aider. Ça, c'est une photo que j'ai faite aux Philippines 1 mois après le désastre. Ce qui m'intéresse, c'est comment cette personne a enclenché d'elle-même son processus de reconstruction, quels sont les moyens qu'on peut lui apporter pour que ça se passe mieux. Ça, c'est une photo que j'ai faite en Haïti 10 jours après le désastre. Et on voit que les gens ont commencé dès le départ à reconstruire. Et donc, quel est le process? Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour se reloger? Ici, voilà. Et ça veut dire, voilà, et comment on peut faire travailler les gens, comment on peut intégrer la société de la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, quelle est la capacité de relance économique? Souvent, la relance économique permet aux gens de reconstruire. Est-ce qu'il vaut mieux reconstruire ou favoriser la relance économique pour que les gens reconstruisent eux-mêmes? Et puis, comment les personnes affectées contribuent au processus de reconstruction? Ça, c'est des photos de ce qu'on a fait en Indonésie avec la Croix-Rouge française. Ça, c'est ce qu'on a fait en Haïti. Ici, on n'est pas la même culture, la même société. Puis comment on contribue au débat avec les communautés sur tout ce qui est quels sont les risques, quel est le process des gens pour reconstruire, pas quel est notre process, quel est le process des gens pour reconstruire. La troisième chose, c'est se résoudre à prendre pas les meilleures décisions, mais les moins mauvaises. Je ne sais pas si vous avez vu le film Argo, c'est un peu ça. Et c'est vraiment ça. Quand on se retrouve 3 semaines après un désastre, quand la Croix-Rouge estime qu'elle aura 350 millions de francs suisses pour répondre à la catastrophe, qu'est-ce qu'on fait? Et on doit prendre la décision maintenant. La décision qu'on va prendre, elle ne sera pas la meilleure. Elle ne pourra jamais être la meilleure. Mais notre rôle, c'est qu'elle soit la moins mauvaise possible. Et en termes de système, de réponse de système, et mon rôle en Haïti, c'était de coordonner l'ensemble de la réponse de la Croix-Rouge en termes techniques, c'est dire, prenons des décisions, faisons quelque chose maintenant pour que les gens soient abrités, et installons nos propres processus de révision, la flexibilité pour réviser ses besoins. Et ça, c'est par exemple une chose qu'on a fait en Haïti, c'est moi là sur la peinture par exemple, on a trouvé un artiste qui peignait ce qu'on faisait. Et donc, je lui ai demandé de peindre tous les 2 mois ce qu'on faisait. Et nous, ça nous permettait de détecter comment les communautés intégraient ce que l'on faisait et de modifier ce qu'on devait. Ce qui est intéressant, c'est par exemple sur les toilettes, il m'a marqué homme-femme. Donc très important, toutes ces questions-là. On peut poser des questions, mais c'est un biais un peu original, mais qui a bien marché en Haïti par rapport à un contexte spécifique.
Le quatrième, c'est garder le curseur juste entre l'idéalisme et le réalisme. C'est-à-dire qu'effectivement, faire l'humanitaire et aller dans ce truc, c'est quelque chose de fantastique. Et si vous voulez le faire, je vous conseille de le faire. Voilà. Mais quand on répond, on doit garder le curseur juste entre l'émotion et le pragmatisme. C'est aussi quelque chose qui est spécifique à l'action humanitaire. Cinquième, c'est tout ce qui est abri logement, ça rapporte, c'est capitaliser ce qui est local. C'est-à-dire, même si nous, on intervient de l'extérieur parce que c'est ce qu'on fait, au maximum capitaliser sur ce qui fait dans le pays. Ça, c'est une photo que j'ai fait aux Philippines. C'est eux qui reconstruisent. Comment Charpentier il pratique. Et aussi parce que ce que l'on fait, et l'intervention qu'on a à un moment donné, sera copiée. Et donc, essayons de faire que ce que l'on fait, essaie de faire levier sur ce qui existe dans le pays. Sixième, c'est se poser les bonnes questions, pas apporter les bonnes réponses. C'est très important. On a une anecdote en Haïti. Ça, c'est une image d'Haïti que j'ai faite aussi. On se dit, les gens perdent le logement, je vais reconstruire un logement. Eh ben non. Le relogement est passé en grande partie par l'aide à la location. On a les plus vulnérables qui étaient dans les camps de déplacés, et on aurait pu tous leur construire quelque chose, et en fait non, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas reconstruire, il n'y avait pas de terrain, il n'y avait pas de matériaux. Par contre, les gens nous ont dit, je connais un endroit qui n'est pas tombé, que je peux louer. Et donc la bonne question n'est pas qu'est-ce que je peux reconstruire, mais comment la personne peut se loger. Et donc le rôle de l'architecte ici aussi, il est d'amener une synthèse, une analyse, pour aider les preneurs de décision, les gens qui disent bon bah voilà, on va faire ça, pour leur apporter les bonnes questions. La spécificité, c'est aussi faire quelque chose et en même temps planifier ce qu'on fait et s'attendre à ce qu'on ne s'attend pas. C'est aussi une spécificité, c'est généralement être charrette en permanence et c'est dire, voilà, je vais répondre ça, mais qu'est-ce que je fais dans une semaine et il peut y avoir une inondation, un cyclone dans 3 jours. C'est aussi ces questions-là qui sont très spécifiques à l'action humanitaire. La 8e, c'est finalement construire quelque chose, c'est rien. Le fait de dessiner quelque chose, on a souvent l'image de l'architecte qui conçoit. Non, moi je ne conçois rien. Je ne dessine rien depuis 9 ans. Mais même quand on dessine, l'acte de concevoir n'est rien dans ce genre de contexte. Ce qui est important, c'est comment on va le mettre en œuvre, quelle est la logistique, quelles sont les finances, quelles sont les ressources humaines. Et quels sont les problèmes de contexte. Exemple, cette photo que j'ai fait aussi aux Philippines, le président des Philippines a dit une semaine après les désastre, on ne reconstruira rien 40 mètres du rivage. Et donc il a implémenté tous ces panneaux. Et bien, comment on construit quand le gouvernement ne veut pas qu'on reconstruise? Ça, c'est vraiment très important. En termes de design, c'est très important aussi de comprendre. Anecdote, quand j'étais au Sri Lanka avec la Croix-Rouge française, je pilotais les programmes de reconstruction, d'autoconstruction dans un village où il y avait un tiers de musulmans, un tiers de Singhalais, un tiers de Tamils. Eh ben, c'est juste impossible parce que le musulman va concevoir sa maison pour avoir une salle de prière pour les femmes. Le Tamil va reconstruire sa maison en fonction d'un des milliers de dieux auxquels il croit. Et le Singhalais va faire ça par rapport aux étoiles. Notre rôle n'est pas de dessiner, de dire voilà la maison qu'il vous faut. Notre rôle est de dire comment je vais vous aider à reconstruire la maison selon votre propre culture et vos propres besoins. La 9e, qui est celle-là, c'est une photo, moi j'ai coupé la tête. C'est souvent inutile d'avoir raison tout seul. Et c'est vraiment important parce qu'effectivement on est les gens qui sont pétris, on est formés à défendre des concepts, à défendre des idées. Dans ce genre de concept, ça ne marche pas. On ne peut pas avoir raison tout seul. Et quand on a raison tout seul, on a souvent tort. Donc c'est aussi une règle. Si vous voulez en savoir plus, je vous donnerai des listes plus complètes si vous êtes intéressé. Beaucoup de livres qui existent. Si vous êtes intéressé pour le faire un jour, je vous conseille de regarder des choses comme ça, qui est par exemple ce bouquin qui est un peu la Bible du milieu, qui est la question du logement après un désastre, qui est en train d'être révisée. Il y a cette collection qui est très très intéressante, qui est pilotée par UN Habitat, donc les Nations Unies, la Croix-Rouge et le Haut Commissariat aux réfugiés, qui est tout ce qui se fait dans une tranche de 1 ou 2 ans comme de programmes de réponse humanitaire dans le logement. Et c'est vraiment très bien fait, et c'est que des cas pratiques, des cas d'études sur tous les pays et toutes les réponses qui ont été faites.
il y a ce type de guides qui ont été faits par la fédération sur, par exemple, la reconstruction en milieu urbain, développement durable. Et il y a ce livre que je vous conseille vraiment, qui est tout frais, qui a 2 mois, qui est une interview de 15 architectes, des gens comme Shigeru Ban, que je pense que vous connaissez de nom, des gens qui font de la pratique privée, mais aussi l'humanitaire, des gens qui travaillent dans l'université et qui font aussi l'humanitaire, et des gens comme moi qui travaillent au travers de la Croix-Rouge des ONG. Très intéressant pour vous faire une idée de ce que ça veut dire, de quelles sont les problématiques, et l'histoire de chacune de ces personnes. Et le point commun, c'est qu'aucune de ces personnes ne pensait qu'il allait le faire. Chacune de ces personnes, il se trouvait qu'une fois, à un moment de leur vie, il s'est trouvé qu'il y a une opportunité, un choix, et qu'ils l'ont fait. Donc voilà, c'est aucune question, c'est mon email. J'habite juste à côté, donc si vous voulez prendre un café, il n'y a aucun souci. Pour en parler plus. Voilà. J'ai envie de poser une question tout de suite, mais qui va peut-être répondre à vos questions. Si tu pouvais définir les qualités intrinsèques nécessaires pour pratiquer finalement ce métier de coordinateur international et humanitaire, quelles pourraient-elles être ? Ou est-ce qu'il faut oublier tout ce que tu as appris, tout ce qu'on apprend à l'école pour finalement l'oubli du savoir universitaire ou... Alors, la première chose, c'est le sens commun. C'est primordial, le sens commun. Le deuxième, c'est l'anglais. Faut parler anglais, ça c'est obligatoire. C'est être intéressé, être curieux. C'est effectivement apprendre à désapprendre. Je suis rentré aux Philippines en août et je vais rester en France quelques mois pour désapprendre ce que j'ai appris aux Philippines, pour être plus frais et l'esprit libre pour la prochaine. C'est aussi désapprendre parce que comment, en arrivant dans chacun de ces contextes, comment on peut avoir la prétention de connaître un pays, une culture qu'on ne connaît pas, un désastre qu'on ne connaît pas. Et donc voilà, l'écoute très important, l'observation. Et généralement, je ne prends aucune décision dans les 2 premières semaines quand je rentre parce qu'effectivement, il faut que je les apprenne et que je me force à emmagasiner ce que je veux. Donc voilà, cette capacité d'écoute, d'observation, cette capacité de désapprendre et de savoir de conduire ces bonnes batailles, c'est-à-dire de ne pas essayer de tout changer ou de tout... On ne peut pas aider tout le monde, c'est qui on peut aider, comment on peut le faire le mieux possible pour suivre soi-même. Est-ce qu'il y a des missions qui sont organisées par la Croix-Rouge pour les étudiants vraiment dans leur cursus, quoi ? C'est-à-dire sur 1 ou 2 mois ou peut-être plus ? Alors non, il n'y a pas ça, mais 2 choses. La première chose, quand je dis je suis parti en Haïti la première semaine, j'étais volontaire à la Croix-Rouge française, des équipes de réponse à l'urgence. Les équipes de réponse à l'urgence, c'est un mécanisme global qui est développé par la Croix-Rouge. Il y a une dizaine de thématiques, la logistique, la santé primaire et secondaire, il y a l'autre sanitation, et il y a la distribution, distribution d'articles non alimentaires. Et ben ça, on peut devenir volontaire de la Croix-Rouge. Ces équipes qui sont, quand le besoin est exprimé par l'opération, par le désastre en lui-même, des équipes sont déployées et ça veut dire très volontaire, ça veut dire avoir une formation et dans le cadre de ce qui a rapport au logement, c'est partir 3 semaines, 1 mois pour distribuer des bâches plastiques et donc c'est participer à l'action. Première chose, non, la Croix-Rouge n'organise pas de mission, n'organise pas de stage, je dirais. C'est pas le but. Le but, c'est l'action. Et donc, si on veut agir dans ce domaine-là, volontaire de la Croix-Rouge, c'est quelque chose qui est pas mal. Autre chose, je me suis renseigné. J'ai un Skype hier avec Olivier Maul, qui est le directeur de l'atelier Cratère à l'école de Grenoble. Qui donc travaille principalement sur l'architecture de terre, mais qui depuis quelques années travaille aussi sur l'humanitaire et qui contribue aussi à l'action de la Croix-Rouge. On l'appelle de temps en temps pour nous aider, en Haïti par exemple. Et il m'a fait part de son cursus qu'ils font maintenant à Grenoble, en master si j'ai bien compris. Et il a construit son module pédagogique sur les formations de la Croix-Rouge que moi j'ai suivies et que je donne aussi.
Et donc voilà, je pense qu'au niveau des écoles d'archi, j'étais très content et heureux de voir que maintenant, il y avait dans le cursus des écoles d'archi françaises, il y avait une chose dédiée qui est être architecte dans l'aide humanitaire, quelque chose comme ça. J'aimerais juste rajouter une petite information, enfin une question information. Il est quand même indispensable d'avoir eu, avant d'intégrer ce type de pratique, une expérience du chantier. Puisque sur le terrain, tu es amené quand même à donner des conseils, ne serait-ce qu'en termes d'assemblage, de réponse aux parasismiques, etc. Mais ce qui est aussi indispensable peut-être pour l'information des étudiants, c'est quel statut tu as. D'accord. Alors, la première question, oui, c'est très important. Quand on est projeté, quand on travaille, quand on est intéressé pour travailler, il faut toujours se poser la question combien on coûte. C'est bête à dire, mais je coûte de l'argent quand je suis déployé, parce que je travaille, donc j'ai un salaire. Mais cet argent, c'est de l'argent qui ne va pas directement dans l'aide, chez la personne. C'est nécessaire pour implanter un programme, mais il faut toujours se poser la question de tout ce qu'on fait repose sur des dons, sur des finances, sur des financements. Et donc, il faut se poser la question de quelle est notre plus-value. Qu'est-ce qu'on apporte? Et la plus-value de l'architecte, c'est selon le cas, selon la mission, c'est aussi une expérience. Et effectivement, quand je suis parti avec la Croix-Rouge française à reconstruire, écoute, tu as 250 maisons, 3 cliniques et 5 écoles à reconstruire. Si je suis intervenu, c'est parce que j'avais monté une agence, parce que j'avais fait du chantier, parce que j'avais cette expérience et que j'apportais cette plus-value. Donc c'est une chose qui est très très importante. En termes de statut, je dirais que je suis intermittent de l'humanitaire, dirons-nous. Je pars toujours avec la Croix-Rouge, mais c'est un métier où il n'y a pas de poste fixe. Tous les déploiements, toutes les missions humanitaires, ça repose sur des financements, qui sont vraiment des financements de projets. Un désastre, un projet, un financement. Et donc, j'enchaîne des CDD, en fait, avec la Croix-Rouge française, ou maintenant beaucoup plus avec le secrétaire de la Fédération qui est à Genève. Je peux aussi partir avec d'autres ONG. Il faut savoir aussi que là, je vous présente un parcours très spécifique par rapport à la Croix-Rouge. Il y a bien d'autres institutions qui font de la réponse humanitaire dans le logement. Les Nations Unies, UNHABITAT, Handicap International fait des réponses de logement, la Croix-Rouge française, Habitat for Humanity, Architecture, Emergency Architect, sûrement vous connaissez les archives d'urgence. Donc si ça vous intéresse, c'est pas uniquement la Croix-Rouge, il y a d'autres domaines. Et dans ce livre, par exemple, une de mes amies qui est collègue, qui est interviewée, dit « Je conseille surtout pas de partir pour une mission au Pakistan, en Haïti, sans expérience. » C'est se griller, c'est se confronter. C'est aussi, c'est pas faire pas qu'exercer l'architecture, je dirais, c'est aussi, c'est une expérience personnelle, ça peut être violent. Donc, mieux, si vous vous intéressez, mieux commencer par des petites structures, et même en France, voilà, même en France, je suis sûr qu'il y a des choses qui peuvent se faire. Mais voilà, c'est pas un CDI, c'est de la flexibilité. C'est partir 8 mois, et c'est plus que du plein temps. Donc ça a aussi un impact sur sa vie personnelle, sur sa vie, sa trajectoire. Mais c'est accepter d'être intermittent, c'est accepter, mais c'est être dans des conditions. Et si le dialogue interculturel, si l'autre vous intéresse, c'est quelque chose d'absolument fantastique en tant qu'architecte. Ça en vaut la chandelle, en tout cas pour moi. La question que j'aimerais bien vous poser, c'est que vous avez dit que le master à Grenoble était formé sur la formation que vous avez eue à la Croix-Rouge. Et quelle est cette formation à la Croix-Rouge que vous avez reçue et qui a permis de pouvoir partir par rapport à une formation d'architecte qu'on peut recevoir et aussi à l'expérience du terrain qu'on peut avoir après? D'accord. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je fais partie de cette génération qui est rentrée dans l'humanitaire avec le tsunami. Ce qui s'est passé, c'est que le tsunami, énorme désastre, échelle incroyable, de nouveaux financements, et donc des structures comme la Croix-Rouge ont besoin de ressources humaines spécialisées. Je suis rentré par ce biais-là. Au même moment, en 2006, comme en 2005, je vous ai dit la réforme humanitaire, et donc la Croix-Rouge a pris cet engagement et a construit est parti de rien quasiment. C'est-à-dire maintenant, il faut qu'on fasse ça sérieusement. Donc, nouveau département, et a dû construire son corps philosophique, institutionnel, technique, et a donc construit toute sa capacité de renforcer ses capacités, de former ces gens. La Croix-Rouge a formé 800 spécialistes abri logement en 8 ans. Et donc, je suis rentré à ce niveau-là. Et donc, j'ai fait une suite de formations, sur qu'est-ce que c'est l'opération, le logement, qu'est-ce que c'est que les évaluations, qu'est-ce que c'est la coordination.
Donc généralement des cours de 1 à 2 semaines. Il y a des cours qui sont aussi en ligne, si ça vous intéresse. La Croix-Rouge dispense à une plateforme de learning en ligne avec des formations gratuites. Et en fait, dans ce cas-là, Olivier Maule de Cratère, qu'on connaît très bien, la Croix-Rouge a fait appel à lui à Cratère pour intervenir dans des programmes en Afrique concernant l'architecture durable. Et lui s'est dit, si je devais monter un cursus dans une école d'archi, qu'est-ce que je fais? Et donc, en fait, il a suivi nos formations, donc les formations que j'ai faites, et il l'a appliqué. Et en fait, ça veut dire, c'est quoi l'aide internationale? C'est quoi la coordination? C'est quoi le framework? C'est quoi les évaluations des bénéficiaires? C'est quoi intervenir dans d'autres cultures? Et ainsi de suite. Voilà. J'ai juste vu le cursus hier qui est tout neuf. Et j'ai dit, et je lui ai fait ouais, chapeau parce que c'est chouette, parce que voilà, l'Angleterre a toujours été le pays le plus en pointe en marché en Angleterre, à Londres, à Oxford et tout ça. Il y a des formations depuis longtemps là-dessus. Il y en a au Danemark, il y en a en Espagne, et maintenant il y en a en France, et je suis très curieux de ça. Voilà. Mais les formations que j'ai faites, c'est parce que la Croix-Rouge qui me dit, il faudrait que tu ailles faire cette formation, et ainsi de suite. J'ai une autre question qui est complètement pas du tout. C'est plutôt maintenant, si vous avez envie de retourner dans une agence, comment dire, normale, disons en France, est-ce que ça vous donne envie, après toutes les expériences que vous avez vécues, ou c'est vraiment quelque chose sur lequel vous voulez rester parti? En fait, je pense pas. En fait, si j'ai fait ce choix de changement, c'est parce que justement, comme disait Anne-Sophie, j'ai surtout pas fait le tour, jamais le tour de ce genre de choses. Mais j'y trouvais pas mon équilibre, j'y trouvais pas en tant que personne, j'y trouvais pas ce que voilà. En gros, souvent les gens me posent la question, et j'ai souvent cette anecdote. Qui est un peu caricaturale, je vous l'accorde, mais qui est ce que je dis aux gens quand on me pose la question. En France, j'ai l'impression qu'on est architecte, on a une agence, disons qu'on a à construire un mur. En architecte, on le veut on est super fan, donc on le veut rose. Le client le veut bleu, et c'est bien normal, c'est le client, mais après le banquier le veut gris, et l'ABF le veut rouge, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à la fin, il n'y a pas de mur, et il y a un procès pour ça. C'est un peu caricatural, certes, mais c'est un peu là où j'en étais. Et là, on me demande juste de faire un mur, et si on peut rajouter de la couleur, c'est vachement bien. C'est un peu ça aussi. Donc revenir en France, oui, moi je reviendrai en France, bien sûr. Est-ce que ce sera pour redevenir architecte libéral en agence? Je suis pas sûr. Voilà. On peut conclure, tu veux conclure? Ou juste une petite phrase de conclusion, en tout cas pour mes étudiants, entre autres. Je pense qu'il serait beau que vous reteniez que quelle que soit la manière dont on vous transmet, on vous apprend la discipline, vous allez pouvoir un jour pratiquer votre métier de multiples manières. Et l'architecture n'est rien d'autre qu'un toit posé sur une fonction. Et quand on peut retrouver, en tout cas, se poser les bonnes questions des réelles fonctions vitales, surtout en ces temps de crise et en ces temps où on voit, malgré la crise, des architectures spectacles naître un peu partout, notamment à Paris, et je ne tairai pas le geste outrancier de Franck Gehry. Donc voilà, donc retenez cette belle leçon de poésie, en tout cas d'humilité assez brillante. Merci Xavier. C'était bien, on a toujours le temps et tout, c'est vrai que c'est cool.